Et les trois gros points positifs, selon moi, c'est vraiment une meilleure dynamique de lever des plantes, un gain de productivité, de rentabilité qui est pas du tout négligeable, hein, et en plus un gain de temps. On n'arrête pas de dire que l'agriculture a de moins en moins de temps et qu'on a de plus en plus de choses à gérer. Et bien, en travaillant différemment, on arrive à gagner du temps là-dessus, quoi. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Donc bonjour, donc je m'appelle Théo Serguera, donc je suis le fondateur et directeur de la société Greensol. Donc Greensol qui est une société de conseil indépendante en agronomie. Donc bah, écoute Martin, moi, comme on en avait parlé, moi ce que je te propose c'est qu'on puisse parler un peu plus de culture industrielle et d'agriculture régénératrice. Ouais, c'est C'est un parfait. peu c'est un peu différent que de faire, entre guillemets, des cultures céréalières, parce que bah, voilà, on a des critères de qualité à avoir qui sont très précis de par les industriels. On doit quand même travailler un minimum le sol et on est quand même dans un contexte particulier. Et donc, voilà, ce que je propose, c'est de te présenter un peu notre réflexion et qu'après, on puisse vous présenter des résultats d'essais sur la pomme de terre notamment. Donc, voilà. Donc, juste pour rappel, donc, comme je le disais, on travaille donc beaucoup sur les cultures industrielles. On est, on va dire, sur la moitié nord de France, avec des sols en majorité limoneux à limoneux argileux. Ça veut dire que je vais dire que, allez, 80%, 80, allez, ouais, 75-80% des sols de ces régions-là sont des sols limoneux entre 70-75%, et on va de 10% d'argile à une vingtaine, 25 à peu près. Et après, on a quelques autres types de terres qui sont plutôt des biefs à silex ou d'autres typologies de sols. Mais en majorité, on est sur des sols limoneux, donc ce qui est plutôt cool parce que ce sont des sols avec des très bons potentiels de production. On sait qu'on peut bien minéraliser, etc. Par contre, clairement, comme je vous le montre sur ces photos-là, donc c'est des photos qui avaient été prises par Philippe Fruitier, donc qui est un photographe aérien. Donc c'est en 2018 de mémoire, suite à des gros orages printaniers. Voilà, ce sont des sols qui sont très très sensibles à l'abattage. On peut le voir sur le blé juste en dessous, qu'on avait passé à la boue rotative pour écrouter au mois de février. Sensible à l'abattage, sensible à l'érosion, mais également très sensible au tassement. Donc qui pose beaucoup de problèmes, clairement. On a en plus des épisodes climatiques qui sont de plus en plus marqués depuis, on va dire, 3 à 5 ans. Alors, soit très chaud, soit beaucoup d'eau d'un coup, soit très sec, et ce qui pose des grosses problématiques sur des cultures à cycle court, notamment comme les légumes, hein, des petits pois que vous pouvez manger, grosso modo, c'est 46 jours entre le semis et la récolte. Et donc, il suffit qu'on tombe dans des mauvaises périodes, qu'on ait des mauvais enracinements ou quoi que ce soit, et ben, ça a un fort impact en fait sur le rendement et du coup sur la rentabilité de ces cultures-là pour les agriculteurs. Et on est également dans un contexte où, bon, bah, clairement, les cultures industrielles sont vraiment au centre des systèmes de production. C'est ce qui fait la rentabilité des exploitations, hein, clairement. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont des systèmes de production qui sont encore trop intensifs de par le travail du sol, de par, selon moi, le manque d'agronomie. Mais il y a des moyens de changer, on va voir ça ensemble. Mais voilà un peu pour reposer le contexte dans lequel on évolue, quoi. Et donc nous, chez Greensol, on essaye d'avoir une approche qui est vraiment centrée sur l'activité racinaire. Vous allez le voir, en fait, moi, je suis pas du tout anti-travail du sol. Par contre, je suis anti-travail du sol inutile. Et pour pouvoir réduire ce travail du sol, on va vraiment devoir remettre du végétal à 2000% dans nos rotations. Et donc, bah, clairement, voilà, les couverts végétaux, c'est notre voie d'entrée. Bon, j'ai remis quelques petits points, mais c'est, entre guillemets, des banalités. Mais nous, les couverts végétaux, ils vont surtout nous servir à vraiment structurer nos sols. Je l'ai dit, on est sur des sols fragiles, des sols très sédimentaires. Et on a besoin vraiment de pouvoir stabiliser les sols grâce à ces couverts-là pendant toute la période hivernale. On a des couverts qui peuvent rester en place 8 mois de l'année, alors que on a des cultures qui sont en place 2 mois, quoi. Donc c'est vraiment essentiel de travailler sur cet aspect-là. Pour expliquer comment on fonctionne, on va commencer à travailler la culture 8 mois, 9 mois avant, de par les couverts végétaux. Donc en fait, post-moisson des céréales, post-moisson du blé généralement. Et on réalise vraiment beaucoup de diagnostics de structure
L'objectif étant, en fait, de se dire: «Est-ce que j'ai besoin de fissurer ou pas?» et de pouvoir faire, en fait, tout le travail de fond sur la période, estivale qui est généralement, août pour nous, puisqu'on finit les moissons, on va dire entre, le 25 juillet et le 5 août dans le nord et en fait, de pouvoir vraiment, venir restructurer à ces moments-là si c'est nécessaire pour, au printemps, en fait, n'avoir plus qu'à préparer juste un lit de semences pour implanter les cultures de rente. Et alors bon, j'utilise cette slide souvent en formation, mais clairement, une racine, c'est pas un marteau-piqueur. On nous vend des radis comme des radis structurators. Il y a que le nom, hein, j'aime bien dire cette phrase-là, mais il y a que le nom qui est structurator. Une racine, c'est pas un marteau-piqueur. Elle exploite une fissure, mais elle fissure pas, quoi. Donc, comme on peut le voir là sur certaines photos, lorsqu'on a des problématiques de compactage, alors soit liées à des anciens labours, soit liées à des tassements par des récoltes à l'automne de pommes de terre ou de betteraves, par exemple, il faut vraiment venir restructurer mécaniquement et semer le couvert dans la foulée, en fait, pour pouvoir maintenir cette structure dans le temps et éviter d'avoir des problématiques derrière. Donc voilà un peu notre raisonnement et l'idée étant, de pouvoir vraiment avoir une rapidité entre les interventions. Alors, sur les semis de couvert, hein, j'entends. J'ai pas forcément mis de photos de semis direct, on en a un petit peu, mais nous dans le Nord, voilà, ce que je disais juste avant, c'est que souvent, on a quand même des petits soucis de structure qu'il faut venir, remettre en place et le semis direct est peu adapté puisqu'un semis direct fait dans des mauvaises conditions, vaut mieux rien faire, quoi. En tout cas selon moi. Par contre, on l'a dit, on a des étés de plus en plus secs, des étés de plus en plus chauds et donc il faut vraiment qu'on arrive à garder cette fraîcheur. Donc oui, on est dans le Pas-de-Calais, oui, on est dans le Nord et on n'est peut-être pas dans le sud de la France, mais n'empêche que, on sème de plus en plus dans la poussière, l'été et donc c'est important de, lorsqu'on vient semer vraiment, que ce soit déchaumé, que ce soit fissuré, vraiment semer dans la foulée, alors soit, le jour même, soit le lendemain pour vraiment garder cette fraîcheur. On se rend compte que c'est ce qui fait la réussite de nos couverts et alors ouais, un petit tips là, c'est pour ceux qui sèment avec des chômeurs à disque ou à dents d'ailleurs et avec des éclateurs, on s'est rendu compte qu'en changeant le sens des éclateurs, ça veut dire qu'en le jetant le flux de terre plutôt dans le flux de graines pardon, dans les disques, plutôt que dans le rouleau, on avait des meilleurs terrages de grains et en fait du coup des meilleures réussites, sur l'homogénéité des levées de couverts. Donc là, voilà. Donc si on peut parler un peu plus de données, de data, je vous l'ai dit, on fait pas mal d'expérimentations. On a compilé là, sur ce graphique, l'ensemble des données de mesure de biomasse que l'on a faites au cours de l'année 2021 et au cours de l'année 2022. Donc pour rappel, année 2022, année très sèche, année 2021, année très humide. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus on sème tard, moins on fait de biomasse. Alors, la date de semis explique la réussite du couvert. Elle l'explique pas à 100%. Ça veut dire qu'on n'est pas bête. On sait qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la réussite, comme le mode de semis, comme la pluviométrie, comme la disponibilité en azote. Mais dans tous les cas, plus vous semez tard, moins vous ferez de biomasse. Et donc, ce qui est vraiment essentiel, en fait, de pouvoir favoriser, en tout cas de vraiment travailler sur bon, bah, allez, je me bouge un petit peu pour pouvoir bien réussir ces couverts végétaux, quoi. Et généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que nos meilleures biomasses sont faites autour du 15-18 août, puisque je vous ai dit, on finit les moissons début août, le temps de ramasser la paille pour certains agriculteurs et épandre des organiques. On est dans ce créneau-là de date de semis. Là, ces pesées ont été faits à quelle date à peu près? Alors, tu vas le voir, nous, en fait, généralement, on fait les pesées de biomasse lorsque les couverts sont arrivés en fleurs. J'expliquerai à peu près notre stratégie de gestion des résidus, etc. Mais un couvert en fleurs, c'est un couvert qui ne pousse plus. C'est un couvert qui a fini sa croissance et qui va pas aller chercher plus de biomasse. Et donc, en fait, lorsqu'on a une majorité qui est en fleurs, on va réaliser les pesées. Donc, souvent, on est, on va dire, entre octobre, novembre, décembre, plutôt novembre, décembre. Et donc, bon, alors, c'est fait grâce à la méthode Merci, qui peut être critiquable ou pas. Mais dans tous les cas, on sait qu'avec cette méthode-là, donc, on a des mesures de biomasse, mais on a également une estimation de l'azote restitué. Et donc, en fait, on s'est dit, ben, on va compiler ces mêmes datas et on va regarder entre la quantité de biomasse produite et la quantité d'azote restitué s'il y avait voilà, une corrélation
Et clairement, il y a une vraie corrélation, à plus de 80, où en fait, on se rend compte que, bah, plus on produit de biomasse, plus on va restituer de l'azote. Donc les points verts sont les couverts où il y a eu des légumineuses et les points rouges sont les couverts où il y avait pas de légumineuses. Et donc ce qui est vraiment intéressant puisque si on remet ça avec une valeur, économique, alors là, on avait pris un prix de l'azote à 1,50 €, l'unité, on se rend compte que dès qu'on va dépasser les 4 tonnes de matière sèche, qui pour moi est l'objectif à atteindre, hein, clairement, on a un couvert qui peut restituer à plus de 50 € de valeur azotée, à l'hectare. Et donc le retour sur l'investissement par rapport au coût de semence peut être intéressant. Sachant qu'on n'a pas compté ici phosphore, potasse et tout ce qui est, bah, matière organique et etc. Et donc ça, c'est notre super équipe de stagiaires cette année, qui s'est intéressée également à regarder, s'il y avait des différences. Donc vous l'avez vu, on a des couverts avec légumineuses et des couverts sans légumineuses, hein, et de voir s'il y avait une différence. Alors que ce soit sur la quantité d'azote restituée, mais également sur la biomasse. Et ce qu'ils ont pu remarquer, donc c'est, donc au lieu là, il y a 94 et 9, ouais, il y a plus d'une centaine de data, hein. Ce qu'ils ont pu remarquer, c'est qu'il y a vraiment une différence qui est significativement, différente. C'est-à-dire que, lorsqu'on va introduire des légumineuses dans nos couverts, on va clairement restituer plus d'azote. Alors, ça peut paraître un peu con de le dire comme ça, c'est évident, mais en attendant, c'est vraiment significatif. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dès que vous mettez des légumineuses dans vos couverts, et ben, vous allez aller chercher plus de biomasse, quoi. Et donc c'est, on va le voir, nous, c'est vraiment notre gros conseil, c'est-à-dire qu'on blinde les couverts en légumineuses et pas en kilos, hein, en nombre de grains. Faut arrêter de parler de kilos. Ouais, j'ai mis 80 kilos de févrole. Ouais, super. 80 kilos de févrole, c'est 17 grammes mètre carré. C'est pas beaucoup. Et donc vraiment travailler sur des quantités de grains au mètre carré. Et on voit que c'est quand même pas rien parce que tu passes de 1,9 tonne à 2,8 tonnes quasiment. Donc, Ouais, c'est ouais, significatif, mais pas que dans la tête, quoi. Significatif vraiment sur le terrain, pour le coup. tout à fait, ouais, tout à fait. Donc tu vois, alors en termes d'unités azote, c'est pas beaucoup. Ça fait quoi là? Ça fait 5 unités. C'est pas énorme. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout la biomasse. Quand tu vas produire plus d'une tonne de matière sèche à l'hectare, bah c'est de la nourriture en plus pour tous les potes lombriques etc. C'est de la structuration, c'est toutes ces choses-là, et ça, c'est super important, quoi. Et si on parle un peu couvert, nous, globalement, aujourd'hui, les couverts qu'on conseille, c'est souvent des couverts entre 300, 350 grains par mètre carré, en tout cas pas moins de 300, et avec des proportions de légumineuses entre 30 et 40%. Et donc, quand je parle de proportions, je le redis, mais c'est 30 à 40% des grains semés qui soient des grains de légumineuses, quoi. Et après, bon, on fait un peu toujours la tambouille que l'on veut. On en parlera après. Moi, je suis pas trop pour les graminées dans les mélanges. Mais voilà, il y a plusieurs moyens de réfléchir. Mais en tout cas, faut retenir 300, 350 grains par mètre carré. Je pense qu'il faut pas aller en dessous. Pourquoi? Parce que déjà, on sait qu'on n'a pas 100% de réussite à la levée. Et parce que, en plus, plus vous allez semer tard, plus vous allez perdre des grains. Donc, il faut aller chercher du monde pour faire de la biomasse et de l'activité racinaire. Donc, pour les producteurs de légumes ou en tout cas de culture d'industrie, ils doivent être derrière leur écran, ils doivent se dire: «Il est bien gentil le Théo, il nous dit de faire de la biomasse, mais moi de la biomasse j'en veux pas parce que, bah, ça bourre dans mon semoir à betterave, ça me fait des défauts de qualité de peau sur mes pommes de terre, ça m'apporte de la mouche du semis ou des altises, sur mes lins ou sur mes pois». Et donc, bah, moi au contraire, moins j'en ai, mieux je me porte, hein. Beaucoup de retours qu'on a d'agriculteurs quand on leur dit: «Pourquoi tu sèmes tard?» Ils disent: «Bah, parce que je veux pas trop de biomasse pour pas être emmerdé, lors des implantations au printemps». Et c'est tout à fait vrai, en fait. C'est clairement vrai. En culture d'industrie, on veut le moins de résidus possible. Pour autant, moi je me dis: «Il faut produire le plus de biomasse possible». Donc en fait, la question, elle va être de se dire: «Bah, il faut qu'on arrive à produire la bonne biomasse». Et qu'est-ce que c'est que la bonne biomasse? Bon, bah, on va en parler un petit peu maintenant. La bonne biomasse, en fait, tu vois, c'est pour ça quand tu me disais quand est-ce que vous faites vos pesées de méthode Merci, plus on avance dans le temps et plus en fait on se rend compte que ça sert à rien de laisser un couvert 6 mois s'il est en fleurs au bout de 2 mois. Parce que bah, clairement, on va avoir des impacts forts sur nos cultures après. On se tire vraiment des balles dans le pied lorsqu'on laisse les couverts monter en C sur N. Et alors j'ai repris ces graphiques de mémoire, ces perspectives agricoles
qui avait publié ça. Là, ici, vous avez donc la courbe verte, c'est les pois d'hiver. La courbe orange, c'est la moutarde blanche. Et la courbe marron, c'est un mix entre moutarde blanche et pois d'hiver. Et vous avez les césuriennes qui sont indiquées juste à côté, donc 9, 11 et 10. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, voilà, clairement, avec des césuriennes comme ça, on a des plantes qui sont pas montées à fleurs, on a des césuriennes qui sont plutôt faibles, et on se rend compte que une grande partie de l'azote qui est mobilisé va être vraiment restitué parce que voilà, il y aura pas de risque de fin d'azote, ou en tout cas d'immobilisation dans ce sens-là. À l'inverse, si on regarde, alors c'est pratiquement la même chose, les espèces ont changé, mais on a toujours une légumineuse avec sur la courbe verte, sur la courbe orange tout en bas, une crucifère en pur, et sur la courbe au milieu, un mix des deux. Et ici, en fait, on peut se dire que lorsqu'on voit un radis fourragé avec un césurène à 23, c'est clairement un radis en fait qui est monté en fleurs. Donc c'est un radis qui a fini sa croissance, qui va. Alors Thibaut Desplanches de Célestat Lab sera pas content que je dise ça, mais on va dire que c'est une plante qui s'est lignifiée. On sait jamais, on sait que la teneur en lignine ne monte jamais, mais en tout cas c'est plutôt la concentration, en tout cas en carbone, qui a augmenté. Et donc c'est des résidus qui vont consommer beaucoup d'azote en fait pour se dégrader. Et donc, ils vont nous poser plein de soucis, parce que c'est des résidus qui mettent plus de temps à se dégrader, qui en plus peuvent créer des fins d'azote et qui peuvent clairement nous emmerder au printemps. Donc, d'où l'importance vraiment d'avoir des légumineuses et de pouvoir gérer nos résidus en fonction des césurènes, et encore plus dans notre cas, lorsqu'on a des cultures d'industrie où on sait qu'on peut le payer très cher. Et donc là, voilà, encore un autre graphe qui montre un peu l'importance de prendre en compte les césurènes lors de la destruction. Où ici, donc c'était Arvalis qui avait publié ça en 2011, où on se rend compte que lorsqu'on a des césurènes qui montent au-dessus de 20, on a des immobilisations d'azote qui peuvent être importantes et pendant très longtemps, puisqu'on le voit que sur la courbe verte, on immobilise de l'azote pendant plus d'un an. Donc en fait, quel est notre objectif en culture d'industrie? Je vous le rappelle, on a des sols super sensibles, très sédimentaires, on a vraiment besoin de les stabiliser. Donc, il faut qu'on puisse garder une activité racinaire pendant longtemps. Et pour autant, je viens de vous dire que dès que ça ne servait à rien de laisser un couvert pendant 6 mois s'il était en fleurs au bout de 2 mois. Et donc, en fait, quelle stratégie on va pouvoir mettre en place là-dedans? Et donc, voilà, en gros, pour vous expliquer notre raisonnement, grosso modo, je le redis, on diagnostique nos structures de sol en été, on restructure si c'est nécessaire, faut pas avoir peur de le faire. L'idée étant de pouvoir choisir le mélange vraiment adapté, grosse proportion de légumineuses, et on va voir en fait d'avoir des mélanges. C'est important d'avoir cet aspect mélange et d'arrêter de raisonner espèce, mais d'aller raisonner variété. Ça veut dire qu'on sait que faut arrêter de dire: «Moi j'ai mis de la veste». On s'en fout. Tu as mis quoi? De la veste commune, de la veste velue, de la veste pourpre, et tu as mis quelle variété? Est-ce que c'est une variété précoce? Est-ce que c'est une variété tardive? Ça, c'est hyper important. Lorsqu'on met un trèfle d'Alexandrie, est-ce qu'on met un monocoupe ou un multicoupe? On va pas pouvoir le gérer de la même manière. Et lorsque je mets un radis, je vais chercher le radis le plus tardif et pas le radis le plus précoce qui monte en fleurs au bout de 50 jours. Et en fonction, voilà, du développement, est-ce qu'on a des montées à fleurs? Est-ce qu'on n'a pas de montées à fleurs? Est-ce que je détruis ou est-ce que je détruis pas? Et donc après, le challenge de se dire, voilà, il faut que je détruise suffisamment tôt pour pas être emmerdé par les résidus lors de mes semis de culture, mais en même temps, il faut que j'arrive à garder des sols bien structurés, donc des plantes vivantes, donc une activité racinaire bien présente. Donc comment je fais en fait pour trouver un peu ce bon compromis? Ça fait 2 ans maintenant qu'on expérimente, 3 ans même, qu'on expérimente une stratégie, en tout cas qu'on essaye de mettre en place quelque chose qui est basé un peu sur cette idée de broyer, faire taler et continuer de couvrir. Prends cet exemple ici, on est sur un couvert où il y avait tournesol, Niger, Vesse, Faceli et un peu d'avoine de mémoire. Ça a été semé derrière un escourgeon et 19 octobre, merde, on est en fleurs. On a des cultures qui vont être semées au mois de mars. Donc si on compte, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, ça veut dire qu'on a 5 mois où si on détruit le couvert maintenant parce qu'il est en fleurs, il n'y a plus rien qui va pousser. En tout cas, on a plus d'activité racinaire. Et donc en fait, on essaye de travailler sur la complémentarité des espèces, où là, l'idée étant
de pouvoir, oui, effectivement, mettre des espèces qui vont monter à fleur rapidement et faire une grosse biomasse sur la partie début d'automne, comme la facélie ici, par exemple. Et en fait, d'avoir des espèces qui résistent au broyage. C'est-à-dire qu'on ne broie pas trop ras, on laisse 10 centimètres à peu près, quoi. Et on a des espèces, alors ça peut être ici la graminée et l'avoine qui peut être tondue, mais surtout en fait des trèfles d'Alexandrie multicoupes ou des vesses, ou des phacélies, si on leur laisse une feuille sur le bas de tige, qui sont capables de résister au broyage, qui vont pas forcément faire une biomasse de fou pendant toute la période hivernale parce qu'il n'y a pas beaucoup de degrés jour, mais en tout cas qui vont rester vivantes et du coup qui vont pouvoir, on le voit sur la petite photo là en bas en rond, qui vont être capables en fait de maintenir une bonne activité racinaire jusqu'en sortie d'hiver. Et donc en fait, on n'a pas un gros volume de résidus à gérer en sortie d'hiver, puisque le gros volume, on l'a fait en octobre-novembre et on l'a broyé, donc il s'est déjà dégradé pendant tout l'hiver. Mais on arrive à garder une activité racinaire bien présente et qui nous structure bien le sol pour pouvoir faire le travail du sol minimum au printemps. Et donc, pour vous faire un petit retour d'exemple, donc je vous montrais des photos juste avant, je vous en montre d'autres ici. Donc, on est sur du lin textile. Donc ici, on a un couvert qui avait fait 5,9 tonnes de matière sèche hectare, donc qui est un très très beau couvert, hein. C'est un des plus beaux couverts sur cette année-là. On était en 2000, c'était où? C'était en 2021, couvert qui avait été semé donc 2020, sur l'hiver 2021-2022. Donc on avait de la moutarde d'Abyssinie, de la vesse, du trèfle, de la facélie, du Niger, du tournesol et de l'avoine de mémoire. Et c'est un couvert qui a été broyé, je ne sais plus quand, mais on le voit sur la photo tout en bas à droite, où après le broyage, on a les trèfles en fait qui étaient très présents ici. On est autour de 3-4 kilos hectares de mémoire, qui sont tondus et en fait qui repartent. Et ce qui fait qu'en fait la biomasse qu'on a besoin de gérer en sortie d'hiver, c'est une biomasse qui est pas énorme. Et en plus, c'est une biomasse qui est faite en majorité par les légumineuses, donc des cessurènes bas, donc des dégradations très rapides. Et donc en fait, sur cet itinéraire technique, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un broyage, on a eu un round-up en sortie d'hiver, sur le courant mars de mémoire, et début avril, qu'est-ce qu'on a fait? On a semé notre lin, et on sème notre lin comment? En fait, on sème notre lin directement dedans, puisque les structures sont top, et on se rend compte que quand on regarde comment le lin a poussé, il n'y a pas un résidu qui reste derrière. Et donc, ce qui nous permet vraiment, sur cette parcelle qui est très en pente, où on avait des gros problèmes d'érosion, de plus avoir ces soucis-là et d'avoir des lins qui sont très dynamiques. Mais tu dis semi-direct du lin, t'as pas de problème il y a qu'une petite préparation de sol, non? Parce que sinon tu vas avoir des problèmes d'altise avec un sol un petit peu trop moteux, non? Bon, et tu vois, quand je dis, alors semi-direct, attention, ouais, on y va directement, mais on ne sème pas en direct avec un semoir de semi-direct. Mais Hmm. là, par exemple, sur la photo que vous voyez au milieu, on a un outil avec des dents juste devant la rotative qui nous permet en fait de foisonner un petit peu le sol sur 10 centimètres pour pas que la rotative tape dans le dur et créer le bon lit de semence. Et on voit, voilà, là sur la photo, clairement, on est en train de semer et on voit comment est l'état du sol sur la droite juste avant de semer, quoi. Et de par cette gestion de résidus, en fait, on a un sol qui s'éclate bien parce qu'on a gardé les racines longtemps. Donc, on n'a pas trop de problèmes de motte. Et en plus, on n'a pas beaucoup de problèmes de résidus parce qu'on a choisi le bon couvert et qu'on l'a géré par le broyage. Et ce problème de motte, tu fais bien d'en parler. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais pas forcément en tout cas, dans moi, c'est mon avis perso, hein, ça regarde que moi, mais je suis pas un grand fan des graminées dans les mélanges de couverts. Pourquoi? Parce que je trouve que lorsqu'on est emmerdé par des résidus, que ce soit des mottes, que ce soit des plateaux de talage ou des choses comme ça qui bourrent ou quoi que ce soit, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps les graminées. À chaque fois qu'on a été emmerdé dans nos essais, dans nos mises en place, etc., ou dans le conseil de nos producteurs, hein, on est là avec eux, hein, ils nous appellent, on vient avec eux pour voir comment se passent les semis, on est vraiment, c'est ce que je dis, on fait vraiment de l'accompagnement. On se rend compte que c'est toujours, lorsqu'on est emmerdé, c'est toujours le plateau de talage de la graminée qui nous a posé souci. Et donc, c'est pour ça qu'on en met presque plus. Ça veut dire que lorsqu'on met de l'avoine, on est entre 5 et 10 kilos hectares, grand maximum, quoi.
Donc ici en 2020, donc mais c'était là sur cette parcelle-là de mémoire, on est sur une parcelle en betterave. On avait un couvert, ah bah, c'est marqué en dessous. Donc, avoine, veste, facélie, trèfle, vous avez les quantités qui sont également indiquées. Et en fait, on a un couvert, donc tu vois là, on est sur une pesée qui a été faite en novembre 2020, qui fait 5,3 tonnes de matière sèche, donc ce qui est quand même pas rien, qui restitue, soit selon Merci, 64 unités d'azote, 20 de phosphore et 110 de potasse. Alors on sait que phosphore et potasse, c'est plutôt remobilisé que restitué. Mais moi, ce que je vais illustrer avec ça, ce qui est plutôt intéressant, c'est que quand vous regardez la photo de gauche, de droite, pardon, notre biomasse, nos 5 tonnes, là, on les fait en majorité grâce aux légumineuses, puisque on voit bien que sur ce qu'on a prélevé et ce qu'on a pesé, l'avoine, elle représente très très peu en termes de volume de résidus à gérer, et on a plutôt des trèfles et des vesses, donc des légumineuses, donc des césurènes bas, et donc des résidus qui se dégradent relativement rapidement. Tu as évoqué le retour sur investissement, peut-être que tu vas le dire juste après. Est-ce que tu sais combien vous avez investi pour ce couvert-là et pour, à la grosse touchée, combien de graines mises en terre au mètre carré, quoi, à peu près? Ouais, sur ce couvert-là, on n'est pas sur on était tout début de Green Sol, hein, on rappelle, on est en création 2020. On est sur des couverts qui, pour moi, aujourd'hui, je les modifierais. Ça veut dire que la veste, j'irais plutôt mettre 8 kilos, la facélie plutôt 3, et l'avoine, je la descendrais à 8-10, grosso modo, pour donner un ordre d'idée, pour avoir une bonne densité. Mais là, 2020, les couverts coûtaient moins cher qu'aujourd'hui, hein. Il y a eu une grosse inflation là-dessus. On était autour de 30 euros de l'hectare de coût de semence. Aujourd'hui, sur un couvert comme ça, on serait plutôt autour de 45 euros de l'hectare. Après, moi, je pars toujours du principe qu'un couvert, tout compris, ça coûte 150 euros de l'hectare. Quand on compte la main-d'œuvre, le gasoil, le déchômage, le SMI, le machin, la semence. Donc, mais l'idée étant en fait, ouais, de faire un petit retour sur investissement, toujours allié agronomie et économie. J'en ai pas trop parlé jusque-là, mais on essaye toujours vraiment de combiner les deux. Et donc, ça nous donne déjà une idée de ce que ça peut restituer, même si tout ne sert pas à la betterave après. En tout cas, c'est pas perdu. Autre exemple, donc sur la même année, chez un producteur qu'on accompagnait tout juste, hein, donc qui n'avait pas suivi nos conseils sur les couverts. Donc là, c'est un agriculteur qui balançait de l'avoine à la volée, donc 80 kg hectare, et qui repassait avec son cover crop et un de limbe où il mettait 5 kg hectare de facélie. Donc à peu près sur le même prix, c'est-à-dire qu'on était autour de 30 euros l'hectare de mémoire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bah, en fait, là, notre biomasse, elle est faite par l'avoine. Donc ça veut dire que pour ceux qui connaissent à peu près les prix, la Fasélie, aujourd'hui, c'est 6 euros le kilo, donc 6 fois 5, ça fait 30. Et l'avoine, elle est pas si chère que ça, puisque c'est de l'avoine de ferme. Donc en fait, on se rend compte que c'est la Fasélie qui coûte cher, et au final, elle fait pas de biomasse. Elle fait pas de biomasse, pourquoi? Parce qu'elle est étouffée par l'avoine. Et là, on est sur la même hauteur, et pour autant, on fait que 3 tonnes de matière sèche, et on restitue presque pas d'azote. Et donc, l'importance, en fait, vraiment, de bien raisonner, nos proportions et nos quantités d'espèces et de travailler avec de la légumineuse. Puisque là, l'avoine, en plus, selon comment on la détruit et cetera, elle va clairement nous consommer de l'azote et elle peut nous emmerder sur les implantations. Donc là, c'est l'agriculteur, dont je vous présenterai des résultats, enfin, un des agriculteurs où je vous présenterai les résultats de ses pommes de terre. À cette époque-là, il labourait encore. Aujourd'hui, il est en 100% non-labour sur, l'ensemble de ses cultures de printemps, parce qu'il a clairement vu l'intérêt. Donc ce qui est plutôt une bonne réussite, en tout cas pour nous, Greensolve, on est très contents, quoi. Il y a eu un gros gap, d'effectué. Et donc oui, voilà, donc et encore produire la bonne biomasse, je le redis, mais ici, ouais, un couvert qui fait 4,4 tonnes de matière sèche et on se rend compte que c'est vraiment notre veste, notre trèfle et notre facélie, qui vont faire la majorité de la biomasse et donc en fait, il n'y a pas de raison qu'on soit embêté pour gérer cette biomasse-là. Alors ouais, j'ai une dernière question pour les couverts. Là, avec la méthode Merci, on mesure la biomasse aérienne. Et tu nous as bien dit que voilà, le radis structurateur, il n'était pas perforateur, mais en fait, il était plus structuré, une porosité déjà faite. Et quelle corrélation tu as pu voir entre une biomasse aérienne plus forte et une infiltration racinaire plus ou moins forte, quoi? Quel lien je peux voir entre racines et biomasse hors du sol? Ce qu'on se rend compte, c'est que, alors, souvent avec les producteurs, on fait également des
je vous montrais, on faisait des diagnostics de structure post-moisson, mais on essaye, lorsque c'est possible, de le faire également sur la partie, pas forcément décembre, mais plutôt sur la partie janvier-février, et d'aller voir un peu du coup les effets attendus de tout ça. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est vraiment la complémentarité des systèmes racinaires qui fait la réussite. Ça veut dire que avoir un couvert avec que des crucifères ou un couvert avec que des systèmes plutôt fasciculés comme de la facélie ou des vestes par exemple, bah, c'est pas forcément l'élément de réponse. Ce qu'on a remarqué, c'est vraiment le fait d'avoir une bonne complémentarité là-dedans et d'aller chercher les bonnes espèces. On parle de radis. Nous, on le radis. Alors moi, pour le coup, je suis pas un grand fan de radis, à part dans l'assiette, mais on a plutôt arrêté les radis et depuis 2 ans, on travaille sur la roquette. Je sais pas si tu connais, mais les crucifères sont intéressantes pour remobiliser la potasse, donc il faut réussir à les mettre. Par contre, les radis nous posent des soucis dans le sens où ils montent souvent très vite à fleur. Il faut des grosses carottes. Ça peut être un peu embêtant lorsqu'on a des petites graines comme de la betterave ou des pois à semer. Alors qu'à la roquette, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle a un système racinaire très pivotant, mais très fin. Ça veut dire que on n'a pas des très grosses carottes à gérer derrière, et on trouve que c'est plutôt le bon compromis. Donc voilà les observations qu'on a pu faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais sans l'avoir quantifié, ce qu'on remarque, c'est que plus on a de biomasse aérienne, plus on a de biomasse racinaire. Non, ça répond totalement à ma question, c'est très clair. Merci. Et je le redis, on l'a vu, ça me fait penser à un truc, c'est attention à pas surinterpréter ce qu'on voit en aérien. Je pense à un agriculteur chez qui on s'est rendu l'année dernière, dans le cadre d'un projet où c'est un agriculteur qui sème ses couverts donc sur les étoiles de blé. Donc en fait, il a des poutres LSM. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une poutre qu'on met juste devant la rotative du semoir et avec des dents sur vérin qu'on peut faire descendre plus ou moins profond, avec des grandes ailettes. Et donc lui, il fait ça, ça veut dire qu'en fait, il travaille son chaume juste devant le semoir, il descend pas profond, il descend à 5-10, l'idée étant que la rotative tape pas dans les étoiles. Et il avait des fourrières avec des gros reliquats azotés. Et du coup, on avait un couvert qui était grand, qui nous arrivait à la taille. On se dit, putain, c'est super, c'est génial. Et en fait, quand tu regardes les structures, bah, le couvert, il est grand parce qu'il y avait à bouffer, il y avait de l'azote. Mais quand tu regardes les structures, vu qu'il n'a pas résolu son problème de compaction, et ben en fait, c'est pas du tout enraciné. Et donc là, clairement, bah, au printemps, il a dû retravailler de manière un peu plus conséquente parce que sinon, ces légumes, ils se seraient jamais bien enracinés. Et le risque, bah, c'est quand les mois de mars avec un vent de nord-est très desséchant, en travaillant un peu plus profond, le risque, c'est de dessécher tout son profil de sol, quoi. Donc c'est pas parce que les biomasses sont élevées qu'on a forcément de la racine. Il faut aussi qu'on ait une bonne porosité pour qu'il y ait un bon enracinement. On le voit d'ailleurs sur certains colzas où vous vous dites, tiens, mon colza, il est bien, il est beau, et quand tu vas voir, en fait, il est tout enraciné à l'horizontale parce qu'il n'a pas su descendre en dessous de 10 centimètres, mais vu que tu lui as mis de l'azote, bah oui, il est beau, mais il est mal enraciné, quoi. Donc, bah, voilà, moi je vous propose qu'on parle un peu pomme de terre, et du coup, notamment réduction de travail du sol, et donc on va vous présenter les résultats de la campagne 2022. Alors, pour remettre un peu le contexte de la pomme de terre, on a d'autres cultures, mais je vous présente celle-là pourquoi? Parce que, bon, alors, aujourd'hui, c'est une culture qui représente pas beaucoup de part de la surface de la SAU de région Hauts-de-France, c'est seulement 6%. Par contre, c'est une culture qui représente 35% du chiffre d'affaires végétal de la région. Donc, c'est une culture où il y a vraiment des très très gros enjeux économiques, et c'est une culture qui subit de plus en plus le changement climatique, que ce soit sur la qualité des implantations, mais également en fait la grosse sensibilité aux écarts de température et aux écarts de pluie. Donc c'est pour ça on travaille beaucoup sur cette culture-là. Et aujourd'hui, donc on avait retrouvé ça, voilà, c'est la source, c'est Agreste. C'est une des cultures qui est la moins faite en non-labour avec la betterave. Aujourd'hui, 80% des implantations sont faites avec une technique labour, quoi. Donc, c'est pas 2027, c'est 2017, parce qu'il y a une erreur sur la diapo. Parce que voilà, ça nécessite un grand volume de terre fine, peu de résidus,
Alors je vous l'avais dit tout à l'heure, qualité de peau, les bourrages à la plantation et clairement on doit faire des buts de terre, donc forcément on doit travailler le sol. Donc nous, dans notre essai, on a travaillé donc sur 4 variétés. Donc 2 variétés, sur l'industrie, donc qui sont les variétés Marqués et Amigo et 2 variétés plutôt destinées au marché du frais. Donc, variété Manitou et la variété Agria. On a sur chaque parcelle, donc on a 4 parcelles, hein, et sur chaque parcelle, on a, étudié 4 modalités de travail du sol, donc toujours un témoin labour, une modalité non labour, donc TCS, soit la fraise, soit la rotative selon, comment étaient équipés les agriculteurs. Et également 2 modalités de pré-butage d'automne. Donc une modalité de pré-butage d'automne que l'on a retravaillé au printemps avec un outil animé, donc en l'occurrence une fraise, et un pré-butage d'automne que l'on n'a pas retravaillé avec un outil animé, mais où en fait on est juste venu fissurer la butte au printemps pour que la planteuse puisse passer. Et on a étudié plusieurs paramètres, mais moi je vais vous présenter aujourd'hui donc les résultats sur la vigueur de levée, donc en fait la vitesse d'émergence des plantes, le taux de tubérisation. Donc le taux de tubérisation, c'est le nombre de tubercules produits par un tubercule mère. Donc lorsqu'on a planté un tubercule, combien on a produit. Les paramètres de rendement. Et également, on s'est intéressé au temps de travail, aux répartitions du temps dans l'année, puisqu'on a beaucoup de producteurs qui nous disaient oui, oui, mais moi je préfère labourer, parce que ça me prend, sinon le non-labour, ça me prendra plus de temps au printemps, parce que les sols sont pas prêts, donc je vais devoir les travailler plus, machin truc, etc. Et donc on s'est dit, oui, c'est vrai que c'est louable comme réflexion, donc on a calculé en fonction de nos modalités le temps de travail et si effectivement on travaillait plus à certaines périodes ou pas. Et donc voilà, pour rappel, nos designs d'essai sont toujours faits en grande bande. Là, les modalités faisaient 36 mètres. 36 mètres, pourquoi? Parce que c'est la taille du pulvé des producteurs. Et ça nous permettait de nous dire que si on avait un problème de désherbage, on pouvait intervenir plus facilement. Et les mesures ont été répétées 6 fois par modalité. Voilà un peu une photo des différents couverts qui étaient mis en place sur les cultures, sur les parcelles, pardon. Tout ça pour dire que ce soit en modalité labour, non labour ou pré-butage, c'était le même couvert qui a été semé, hein. On n'a pas fait une différence à ce niveau-là. Donc il y a vraiment que le travail du sol, d'implantation de la pomme de terre qui a changé. La fertie étant la même, les phytos étant la même, l'irrigation étant la même lorsqu'il y en a eu. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que on avait peu d'effets sur la vigueur de levée des plants, hormis en système TCS, où là, on a remarqué qu'on avait une rapidité, une vigueur d'émergence, une rapidité d'émergence qui était bien meilleure. Donc avec 34% de plants levés en plus versus le labour. Donc on a un p-value, alors pour ceux qui connaissent un peu les stats, on a un p-value de 0,001 qui est très significatif, puisqu'on est significatif à partir de 0,05 de mémoire. Et pour Donc préciser, oui, dès qu'on est en dessous de 0,05, on est de plus en plus significatif. Donc là, quand tu as une p-value bien inférieure à 0,05, tu es très, très, très significatif. ouais, tout à fait. Et en revanche, voilà, sur l'aspect pré-butage, donc on l'ait retravaillé mécaniquement ou non, on n'a clairement pas de différence significative. Et au vu des p-values, voilà, il n'y a vraiment pas du tout même si les chiffres sont un petit peu meilleurs, c'est pas statistiquement différent. Donc ce qui est plutôt intéressant, hein, parce qu'on pourrait se dire que nos travails du sol en TCS, on les réchauffe un peu moins vite au printemps, on peut se dire qu'on a moins de minéralisation, du coup moins de vigueur. Bah, au contraire, peut-être que de par une meilleure aération du sol, le maintien d'une humidité lorsqu'on a des printemps secs, peuvent nous permettre d'aller gagner sur cette rapidité d'émergence. Pour rappel, hein, 2022, année très très sèche, hein. En revanche, sur le taux de tubérisation, donc ça, c'est le nombre de tubercules produits par tubercule planté. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait vraiment aucun écart significatif, hein. On est globalement à la même chose. Je l'ai peut-être pas dit juste avant, mais là, quand je vous présente ça, c'est l'ensemble des datas des 4 parcelles confondues, donc des 4 variétés. On a tout groupé pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de toutes variétés confondues.
Et donc alors voilà, ça c'est les deux mesures précédentes. Moi, ce que je pense qui va être intéressant, c'est aussi de parler du rendement. Ce qu'on a pu remarquer, et c'est ce qui est noté ici, c'est que de par l'ensemble des mesures qu'on a pu effectuer, les rendements en TCS, donc en non-labour, sont significativement plus élevés que lorsqu'on produit en labour. On a une p-value à 0,014, donc on est bien en dessous des 0,05, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très significatif. Donc aujourd'hui, voilà, quand je vous disais qu'on base notre conseil sur des faits, c'est-à-dire que, alors on a reconduit les essais, etc., mais on peut se permettre d'aller conseiller les producteurs pour dire que le fait de produire en labour, attention, le fait de produire en labour avec toute la stratégie qu'on met en place, c'est-à-dire restructuration à l'été, couvert végétal adapté, destruction selon le stade de développement, etc., permet d'aller produire plus et du coup, on va le voir après, d'être aussi plus rentable. En revanche, sur les prébutages, même si on peut voir que sur le prébutage fraisé, on est un petit peu meilleur, on remarque qu'on a des p-value à 0,25 et 0,78. On n'est clairement pas statistiquement meilleur que le labour. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire que on arrive à faire pareil que le labour. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément moins bon. Ça veut dire qu'on fait la même chose. Et là, il y a plein d'effets qu'on n'a pas forcément quantifiés, comme le fait d'aggrader nos sols, de les enrichir en matière organique versus une conduite labour, qui pourrait quand même être quantifié. Et donc, il y a quand même des effets positifs, même si on ne va pas faire plus de rendement. En tout cas, on n'en fait pas moins. Et ça, c'est quand même intéressant à souligner. Et je vous l'avais dit, donc on avait des implantations TCS à la herse rotative et également à la fraise. Et donc on s'est dit, bah, est-ce qu'il y a une différence aussi à ce niveau-là? Et donc on a comparé les deux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que le TCS fraise ressort vraiment significativement meilleur que le labour, puisqu'on a un p-value à 0,006. Donc le fait d'implanter des TCS à la fraise nous a vraiment permis de gagner significativement du rendement. À l'inverse, le TCS rotative, la différence n'est pas significative puisqu'on a un p-value à 0,07. Alors, moi je dis que c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que 0,07, on est quand même très proche de 0,05, hein. Pour rappel, lorsqu'on se met des seuils à 0,05, c'est en gros notre marge d'erreur. Donc là, c'est 5%. Demain, tu te mets une marge d'erreur à 10%, bon, en gros, c'est significatif. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque on continue nos essais, hein, je l'ai dit juste avant, le fait d'alimenter encore la base de données, ça va permettre de encore rendre les datas encore plus robustes et peut-être que on aura des chiffres qui seront significatifs demain. En tout cas, on tend vraiment à s'approcher vers des résultats qui soient significatifs, donc ce qui est plutôt encourageant et intéressant. Et donc voilà, moi perso, je me permets de valider, hein, que dans tous les cas, en TCS, que ce soit rotative ou fraise, on sera meilleur même si sur la rotative, voilà, c'est pas significatif. Alors là, j'ai deux questions pour toi. Yes. La première, c'est combien de temps tu laisses entre la plantation des pommes de terre et la destruction finale du couvert? Et aussi, est-ce que tu mets en garde sur des risques potentiels de lissage avec des destructions de couverts à la fraise? Ok. Alors, première question. Donc, en gros, nous, les plantations de pommes de terre, ça se situe autour du 10-15 avril. Donc voilà. Et généralement, les couverts, on va être en fait sur une destruction. Moi, j'aime bien aller détruire selon les conditions météo et l'état des couverts, hein, on s'adapte à chaque fois, entre fin février et début mars. Ça veut dire qu'on se laisse entre 4 à 6 semaines entre la destruction et la plantation des pommes de terre. Et généralement, c'est des destructions qui sont faites comment? Alors, soit elles ont été broyées et on fait juste un Roundup, soit, selon comment les agris sont équipés, ça peut être un petit mulchage au disque qui est très léger, hein. Quand je dis très léger, c'est 3 à 5 cm grand max, hein, sur la période début mars. Soit du rouleau sur gel avec du Roundup pour finir tout le monde sur février-mars.
on sécurise quand même avec du Roundup derrière. Et en fait, on ne détruit pas, du coup, on ne détruit pas la fraise, hein, les couverts. La fraise est vraiment là. En fait, c'est ce qu'on appelle des fraises prébuteuses, pardon. Ça veut dire que début avril, qu'est-ce qu'on vient faire? Généralement, moi, l'ITK que je trouve pertinent, et les agris, ils rigolent parce qu'on leur fait ressortir leurs vieux chisels qui étaient dans un coin du hangar ou sous le tas de ronces, qui pour moi, en fait, sont aujourd'hui les meilleurs outils, hein, perso. On leur fait ressortir le chisel, ou en tout cas un déchômeur à dents, des dents vibrantes. Et moi, je les fais ouvrir un premier coup, donc 2-3 jours avant plantation. Un premier coup sur 10-15 centimètres de profondeur, et un deuxième coup un peu plus profond. Et après, en fait, on a la fraise ou la rotative qui vient affiner la terre et créer des prébutes, et la planteuse qui suit derrière. Donc, on ne détruit pas les couverts à la fraise, et oui, clairement, attention au lissage. Et là, les rendements à la fraise sont meilleurs, mais ce qu'on a pu voir, on a fait des profils racinaires également, c'est que dans les sols à tendance très limoneuse et avec très peu d'argile, quand je dis très peu d'argile, c'est moins de 15%, on est plutôt autour de 10% même. Ce qu'on a remarqué, c'est que la fraise avait clairement martelé le fond de butte et avait clairement créé un lissage et limité l'enracinement des pommes de terre. Super, merci beaucoup. Ok. Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les implantations en labour, avec toute la stratégie qu'on met en place, tout le process, ça nous permet d'être bien meilleurs. Et ça, je pense que c'est pas négligeable, puisque ça permet aussi de sécuriser, de se dire, on a des pommes de terre, on pourra en parler avec les industries de la pomme de terre, mais on a des rendements qui ont plutôt tendance à baisser, des rendements moyens. On arrose de plus en plus, on met de plus en plus de charges pour faire le même rendement. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être d'autres voies que juste irriguer ou juste mettre plus d'azote, ou entre guillemets, et aller plutôt travailler sur voilà, cet aspect vraiment végétaliser les sols, etc. Donc, un gain de rendement, mais également un gain de temps. Donc, en fait, on a calculé donc, du suivi des couverts végétaux hein, jusqu'à la plantation des pommes de terre, puisque pourquoi on a compté du suivi des couverts végétaux à la plantation? C'est parce que pour les prébutages, bah, clairement, on passe à un butoir en plus. Donc, ça, faut aussi le compter. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que globalement, on allait vraiment diminuer le temps de travail à l'hectare. Donc là, voilà, vous voyez, je ne vais pas les détailler, mais on voit que en gros, on va gagner entre 30 minutes et 1 heure, voire 1 heure et demie pour le prébutage non fraisé à l'hectare, ce qui n'est pas déconnant. Alors, je reprenais là, les chiffres hier pour préparer un peu, mais la superficie moyenne en France d'un producteur de pommes de terre, donc j'ai pris la totalité des hectares divisé par le nombre de producteurs, c'est environ 20 hectares. Et si on remet ça, voilà, ça veut dire que on peut gagner entre 1 jour et demi à 2 jours de travail pour cette culture-là. Et bah, c'est du temps où on peut passer à faire autre chose. On sait combien coûte un salarié, on peut le mettre vraiment à faire autre chose et valoriser ce temps-là différemment. Donc ce qui est pas déconnant, selon moi. Et lorsqu'on regarde, du coup, la répartition dans le temps, on se rend compte que, hormis pour les prébutages où on passe un peu plus de temps au moment des implantations, donc c'est-à-dire août-septembre, donc c'est-à-dire le fait de passer le butoir, hein, clairement. Globalement, si on regarde surtout les TCS qui sont du coup, les meilleurs, hein, significativement, on se rend compte qu'on passe moins de temps au global et qu'en plus, ça nous prend moins de temps au printemps, c'est-à-dire la période la plus chargée, la période où, on est, plutôt très pressé. On gagne du temps à cette période-là et ce qui est pas déconnant, quoi. Donc ce que je mettais, voilà, les surcoûts liés à la destruction des couverts ont été pris en compte, hein. Ça veut dire que si vous regardez sur la période hivernale, le temps du labour est compté, mais on a également compté le temps du broyage, le temps du culvé avec le Roundup, toutes ces choses-là, hein. On n'a pas sur la modalité labour, quoi. Et donc si on parle un peu économie, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce que bah, pour avoir des systèmes qui soient durables dans le temps, c'est pas juste avoir des vers de terre et des papillons, entre guillemets, je grossis le trait, mais c'est vrai. C'est surtout avoir des systèmes qui soient rentables. Une exploitation agricole, c'est une entreprise, c'est des chefs d'entreprise. Il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires qui soit sorti et de la rentabilité. Sinon, les techniques sont clairement pas durables. Elles pourront pas avoir de pérennité dans le temps. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que grosso modo, en réduisant le travail du sol, on arrive à diminuer d'environ 30% les charges de mécanisation, la main-d'œuvre étant comprise, hein. On se fixe sur les barèmes d'entraide agricoles pour calculer le coût de passage des machines. Donc gasoil compris, amortissement des machines compris et main-d'œuvre comprise. Donc ce qui est plutôt pas déconnant.
Et lorsqu'on remet tout ça sur, on va dire, une marge brute globale, où on va compter du coup le rendement, les charges de méca, et là-dessus, il faudrait encore enlever tout ce qui est charges phyto, engrais, parce qu'on ne les a pas, elles n'ont pas changé en fait pour l'essai, hein. Il y a vraiment que la méca qui a bougé. Et j'ai pris un prix à 200 € la tonne de pommes de terre pour pouvoir réaliser ce calcul, qui est un prix plutôt médian, hein. On se rend compte qu'on arrive vraiment à augmenter la rentabilité à l'hectare, pardon, pour les TCS de à peu près 15%, ce qui est pas du tout négligeable. Et les prébutages qui sont pas significativement différents d'un point de vue rendement, on permet quand même, dans le cas de notre essai, là, sur les 4 parcelles, d'aller gagner une rentabilité de plus 10%, 10% à l'hectare. Donc voilà un petit peu pour ces essais. Je crois que je suis sur la fin. Nous, la conclusion qu'on donnerait là-dessus, c'est vraiment en fait miser sur le végétal. C'est ce qu'il y a de plus vraiment de plus important. C'est vraiment notre voie d'entrée. On a des sols fragiles, on se rend compte qu'on est beaucoup moins sensible à l'érosion, qu'on a des sols qui se tiennent mieux. On pourrait se dire, je vois les producteurs pommes de terre arriver avec leur derrière et me dire, ouais, mais t'es gentil, mais moi, si c'est pour faire plus de tartère à la récolte, donc ça veut dire avoir une terre peut-être plus structurée, mais ramener plus de mottes, ça m'intéresse pas. Et alors, on l'a pas quantifié de manière statistique, mais on le voit en observation chez nos producteurs. On ramène pas plus de terre au bâtiment puisqu'on a des mottes qui se tiennent peut-être mieux, mais elles sont tellement aérées que en fait, sur la chaîne, elles s'éclatent et la terre tombe bien derrière, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, en gros, les 3 gros points positifs, selon moi, c'est vraiment une meilleure dynamique de levée des plantes, un gain de productivité, de rentabilité qui est pas du tout négligeable, hein, et en plus, un gain de temps. On n'arrête pas de dire que l'agriculture a de moins en moins de temps et qu'on a de plus en plus de choses à gérer. Et bien, en travaillant différemment, on arrive à gagner du temps là-dessus, quoi. Donc bien sûr, donc voilà, nos essais ils sont poursuivis, hein. En 2023, on avait un mémoire de fin d'études où cette année on avait, que je ne dise pas de bêtises, 4 parcelles d'essai encore, sur 3 variétés différentes et dont 2 parcelles où on a ajouté un focus sur la gestion de l'eau, ce qui nous paraissait plutôt intéressant, où on a pu, réaliser, voilà, des mesures de densité apparente, de profil racinaire, donc mesure de la profondeur d'enracinement, grâce à des sondes tensiaux, on a pu également regarder, comment se comportaient, les niveaux d'humectation, du sol selon si on était en labour ou en non-labour, hein. On n'a pas forcément reconduit du prébutage d'automne, on est plutôt sur différentes modalités de TCS versus, du labour et notre pourquoi on fait ça? On pourrait se dire: «Tain, c'est une boîte de conseil», mais en fait, ils font beaucoup de recherche qui est pas financée, hein. Faut pas oublier que cette recherche, elle est pas financée, on l'autofinance. Bah, pourquoi on le fait? Mais parce qu'en fait, les producteurs qu'on accompagne, on a envie de leur donner des conseils, qui soient vraiment basés sur des faits et non sur des idées, parce que, même si on est convaincu qu'il faut réduire l'intensité de travail du sol, il faut le prouver par des chiffres. Voilà, écoute Martin, je pense qu'on a fini là-dessus. Je sais pas si tu as des questions, si tu veux qu'on remette la vidéo ou quoi, n'hésite pas. Non, moi, ça me paraissait très clair et très complet. Les résultats 2023, bien sûr, sont pas traités, mais est-ce que en première tendance, tu sembles voir des choses entre les différentes modalités que tu testes d'un point de vue de la gestion de l'eau et est-ce que il semble se dessiner des tendances, quoi, pour l'instant? Alors, les tendances, alors donc là, les parcelles, ces parcelles-là seront récoltées sur fin septembre, mais ce qu'on a pu remarquer un peu sur la dynamique d'eau, sur les densités apparentes, sur les enracinements, et cetera, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on avait, significativement plus de racines en profondeur, sur les modalités TCS. Donc ça veut dire qu'on a des plants de pommes de terre qui ont réussi à s'enraciner, de manière significative, plus profondément et en fait, sur la dynamique de l'eau, ce qu'on a pu remarquer, c'est que sur des horizons très superficiels, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais en fait, on a le TCS qui se dessèche beaucoup plus rapidement que le labour. Moi, je l'explique du fait qu'on ait une porosité un peu plus, une meilleure porosité, ou en tout cas des buttes un peu moins croûtées, et du coup de l'air qui circule bien plus dans le cœur de butte. Euh, à l'inverse,
lorsqu'on regarde le niveau d'humectation des sols en profondeur, donc en profondeur, on est autour de 60 centimètres par rapport au haut de butte. Ce qu'on remarque, c'est qu'on arrive à garder de l'eau plus longtemps dans le temps en TCS. Et vu qu'on a des racines qui sont plus présentes en TCS à ces profondeurs-là, potentiellement des plantes qui sont beaucoup moins sensibles en fait sur les grosses périodes de sécheresse. Après, on attend d'avoir le rendement pour pouvoir confirmer tout ça. Super, bah c'est très clair. Bah en tout cas, Théo, je te remercie pour ton temps. Puis bah j'invite vraiment les gens qui veulent aller plus loin, bah, à se rendre sur ton site web où ils pourront trouver ton Ouais, contact et clairement. les informations complémentaires. Rapidement, juste pour représenter un petit peu la société, donc comme je le disais, on est vraiment basé dans le nord de la France. J'ai aujourd'hui donc deux collaborateurs, donc Clémence Jauré qui gère la partie R&D, je reviendrai dessus, et Antoine Blériot qui est comme moi conseiller en agronomie. Et donc la spécificité de notre structure, c'est qu'on a trois agriculteurs qui sont associés. Ils ne travaillent pas dans la structure, mais ils sont toujours là en fait lorsqu'on doit faire des prises de décision et qu'on a des virages à prendre entre guillemets, pour toujours garder une vision très agricole de nos missions et pas tomber dans des hors-sujets ou dans des travers. Et donc, Greensoul, je vous le disais, on est une société de conseil indépendante et en fait, notre rôle, c'est d'essayer d'apporter des éléments de réponse à des problématiques agronomiques qu'on aura fait ressortir du terrain. Et on s'efforce de le faire bah, voilà, de manière très objective, concrète et que ce soit personnalisé. Ça veut dire que les problématiques des uns ne sont pas forcément les problématiques des autres. Et alors, comment on fait ça? On le fait de deux manières. On le fait en apportant des conseils techniques aux agriculteurs sur l'évolution de leurs pratiques, mais également en expérimentant. L'objectif, en fait, étant de pouvoir mesurer ce qu'un changement de pratique va pouvoir apporter dans les faits et avoir vraiment une vision très objective et pragmatique de ce changement de pratique, quoi. Alors, juste pour rappel un petit peu notre histoire, je vais passer rapidement là-dessus, mais pour expliquer pourquoi Greensol est arrivé. Donc moi, j'ai créé cette société en 2020, début 2020, donc juste avant le Covid. Et pourquoi j'ai créé cette société? En fait, je remarquais que sur l'exploitation familiale en Bretagne, on n'avait pas forcément un conseil qui était indépendant et un conseil qui était plutôt basé sur la nutrition des plantes, la santé des plantes, mais pas forcément sur bah, comment fonctionne un sol, alors que selon moi, c'est quand même le principal outil de production d'une exploitation agricole. Et donc voilà, donc cette société voit le jour avec un objectif principal qui est vraiment de pouvoir apporter des conseils techniques aux agriculteurs sur le sol et son fonctionnement, avec une idée maîtresse qui est donc bah, si les sols sont en bonne santé, les plantes le seront aussi. Et donc à nous de se débrouiller pour que ça marche dans ce sens-là. 2021, la société se développe encore et je lance en fait un pôle expérimentation, donc avec l'arrivée de Clémence. Et en fait, on se rend compte que les agriculteurs, même s'ils sont convaincus qu'il faut faire évoluer leurs pratiques, ils sont assez réticents, notamment dans notre secteur, on a beaucoup de cultures d'industrie, on en reparlera après. Et donc, en fait, le besoin de montrer par l'exemple que ce changement de pratique peut marcher. Et donc, le développement de l'expérimentation en grandeur nature, ça veut dire que nous, nos expérimentations sont faites avec le matériel agriculteur et sur des tailles de parcelles réelles. Ça veut dire que nos modalités font rarement moins d'un hectare, voire en fait une parcelle qui est coupée en deux. Et donc, l'objectif étant de baser notre conseil sur des faits et non sur des idées préconçues. 2022, on se développe à l'échelle nationale. On accompagne 80, un peu plus de 90 agriculteurs sur cette année-là. Également des sociétés industrielles agroalimentaires. Donc, en fait, des sociétés qui lancent des projets REDJAG, donc d'agriculture régénératrice. On accompagne également des coopératives et on fait des formations et donc des projets d'expérimentation qui évoluent puisqu'on passe à 21 projets d'expérimentation. Et donc aujourd'hui, Greensol est dans sa quatrième année. Donc voilà un peu la carte de là où nous travaillons. Effectivement, on est beaucoup dans le nord de la France, comme je vous le disais, mais on se déplace également ailleurs.
Et est-ce que si moi je suis agriculteur, par exemple, je veux Ouais. être suivi par Greensol et que je suis au sud d'Amiens, est-ce que c'est possible? Il faut être absolument au nord d'Amiens, par exemple. Ah non, non, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'agriculteurs autour de nos locaux, de nos bureaux, qui ont fait appel à nos services, mais on se déplace carrément, carrément ailleurs, il n'y a pas de problème. Super, merci. Pas de souci. On a 2 missions chez Grisol. La première qui est vraiment l'apport de conseils techniques, j'ai envie de dire que en fait, on accompagne plus qu'on conseille. Le conseil, j'aime pas trop ce mot-là dans le sens où bah, tu sais pas, je sais, fais comme je te dis, ça va marcher. Alors que, moi, je préfère, voilà, parler d'accompagnement. Ça veut dire que les producteurs connaissent mieux leur exploitation que nous. On est là depuis «moins longtemps» entre guillemets pour autant, en fait, on a quand même un gros bagage derrière nous et l'idée, c'est de les accompagner, de faire la transition ensemble et donc généralement, voilà, on met, en place un plan d'action, selon les axes d'amélioration qu'on aura pu identifier et donc on est régulièrement, hein, sur les exploitations. Nous, les exploitations qu'on accompagne et on va être entre, j'ai envie de dire, 4 fois par an sur chaque exploit à une dizaine de fois, par an. Et donc notre deuxième secteur d'activité qui est l'expérimentation terrain. Donc on est, certifié organisme de recherche. Là, l'objectif, va être vraiment, de pouvoir mesurer ce qu'un changement de pratique va apporter, mais d'étudier également des nouveaux itinéraires techniques ou alors des nouvelles solutions. Ça veut dire qu'on travaille sur les couverts végétaux, on travaille sur les modes d'implantation, mais on travaille également sur, bah, tout ce qui va être biostimulant, biocontrôle. On voit bien que tout ce qui est, produits phytosanitaires, ont plutôt tendance à, largement diminuer et donc on s'intéresse à ces nouvelles solutions pour, voir qu'est-ce qui pourrait être pertinent ou pas demain dans les itinéraires techniques. Comme je le disais, on est indépendant, donc ça veut dire qu'en fait, nous, on ne vend rien. Donc, l'idée de pouvoir tester ça aussi de manière indépendante, c'est d'avoir vraiment un regard complètement objectif, sur, l'intérêt ou non d'une solution. Nos essais sont faits, 100 en grande bande, donc à l'échelle réelle agriculteur et après, pour garder quand même une précision dans nos mesures, on va, répéter plusieurs mesures au sein des modalités pour pouvoir réaliser derrière des statistiques et avoir, une vision la plus précise possible. Ouais, je vais passer vite là-dessus, mais voilà, nos 2 activités, elles sont vraiment, vraiment liées puisque, en fait, les expérimentations qu'on va mettre en place, on va pas mettre des expérimentations pour mettre des expérimentations. On le met parce que c'est des problématiques, qu'on a remontées du terrain de par le conseil qu'on a pu, apporter à des producteurs et l'idée, en fait, étant de pouvoir, trouver des éléments de réponse et du coup, les résultats qu'on va obtenir nous permettent en fait d'alimenter notre conseil et comme je l'avais dit au tout début, se baser vraiment sur des résultats et non sur des idées, quoi. On va le voir, on va vous présenter quelques essais, notamment sur la pomme de terre. Les producteurs qu'on conseille sur cette culture-là, c'est pas une idée qui nous est venue un petit matin en se réveillant en se disant: «Bah tiens, on va faire du non-labour en pomme de terre, on va le faire de telle manière». C'est parce qu'on l'a testé sur plusieurs parcelles, plusieurs années et qu'on peut se dire que oui, oui, ça marche. Donc voilà, on fait du conseil personnalisé, on fait du sur-mesure, mais on fait également du collectif, c'est-à-dire que dans le cadre, de groupes qu'on va accompagner, alors, soit via des porteurs de projets, soit via les producteurs que nous on accompagne, on va également réaliser du collectif. L'idée étant de pouvoir, soit former, soit faire émerger en fait des idées ou des réflexions de la part de tous, quoi. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre, il y a pas de souci. Ok. Et bah Théo, bah merci pour ton temps, puis bah je te dis à bientôt. Yes, merci à toi. À bientôt. Salut.